uns et les autres, messieurs les ministres de l'Union européenne et de beaucoup d'autres pays, et dans la diversité de vos responsabilités administratives, politiques, associatives, des organisations non gouvernementales, des experts, d'être ici ce matin et aujourd'hui. L'agriculture... Tous les plus grands experts étaient réunis lors de cette conférence qui mettait sur le devant de la scène l'agriculture et ses problèmes. Il y avait toujours cette même question qui revenait. Comment nourrir demain 9 milliards de personnes? To feed the world. Faut-il exporter des tomates? L'agriculteur africain doit vendre l'unique tonne de céréales qu'il produit annuellement au prix de 500 € s'il veut survivre. L'Européen qui produit beaucoup plus peut s'en sortir en vendant sa tonne à 200 €. Aux États-Unis, on y arrive pour 150 €. Mais au Brésil, l'agro-industrie peut le faire pour 60 €. Mais comment ça se fait que les agriculteurs gagnent de moins en moins bien leur vie en vendant leurs produits? La réponse me semblait tellement évidente que je décidai d'aller à la rencontre des agriculteurs pour voir quel était le problème. Tous les coûts de production de chaque pays, faut qu'ils se ressemblent, il faut qu'ils fassent une moyenne globale. Comme ça, il n'y a pas d'indifférence. Il ne faut pas que ce soit absolument un pays qui produit plus que l'autre. Comme on produit beaucoup pareil. Ouais. Donc il faut une égalité dans la production et dans le prix du produit aussi. Production et prix du produit. Okay. En tant qu'agriculteur, est-ce que vous pourriez, par exemple, est-ce que vous êtes perçu, est-ce que vous vous représentez, vous vous définissez comme un acteur économique ou politique? Voire les deux. Économique. Vous ne vous voyez pas comme un acteur politique? Un acteur politique pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un examen pour pouvoir devenir ministre? Il faut passer un examen? Oui? Il faut avoir un diplôme, non? Il faut avoir un diplôme pour être un homme politique? Je sais pas, sûrement. Non. Est-ce normal que celui qui habite Roubaix aille acheter sa baguette à 2 € alors que aussi ça coûte 1,30 €? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir lutter contre ça? Si tu ne sais pas, ça veut dire que ton portefeuille va s'alléger jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Alors. Si tu ne peux pas agir contre ça. Oui, attends, je ne veux pas agir en ta place. Ah, je sais. C'est toi qui vas acheter la baguette. Voilà. Il faut aller à la campagne. Ah, tu préfères alors déménager pour aller à la campagne là où ça coûte moins cher? Oui. Que de pouvoir résister et faire en sorte que le prix qui est pratiqué en campagne puisse être le même en ville. Un jour, les campagnes vont être touchées. Comment? Les campagnes, ils seront touchés un jour. Donc tu préfères alors attendre que la situation pourrisse, jusqu'à ce que... Non mais attends, c'est ce que tu viens de dire. Ah non. Attends, on va pas dire ce que tu viens de dire. On va pas dire au boulanger de baisser son prix. Le boulanger, il gagne quand même un revenu quand même pour lui vivre. Oui, je ne dis pas qu'il ne doit pas vivre de son métier. Ça ne part pas que de lui. Voilà, ça commence à être intéressant là. Parce que par exemple, quand on va en ville, rien que le loyer d'un magasin, d'un fonds de commerce, c'est peut-être 10 fois plus cher que... Voilà, donc ça devient intéressant. Donc ça veut dire que quelque part, alors que toi tu produis de la tomate, jusqu'à ce que la tomate arrive dans la casserole de quelqu'un, il faut savoir qu'il y a peut-être des choses qui se passent entre-temps. Mais seulement, on a vu dans le reportage que finalement ce que l'agriculteur lui produit, c'est 7% de ce prix qui revient à l'agriculteur. Mais et le reste, ça va où? Sur tous les fonds. Mais alors, il faut agir là-dessus. Est-ce que c'est normal? Il faudrait faire de la vente directe. Voilà. Ça devient intéressant là. Donc tu vois bien que tu peux agir là-dessus. Il n'y a pas que l'économique et le politique. Tu vois bien que toi, tout seul, à ton niveau, déjà, tu peux agir là-dessus. Et pas attendre nécessairement qu'un président ou un ministre débarque pour pouvoir agir là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final, et c'est un objectif important pour les enseignants, c'est de faire de nos jeunes des citoyens de demain, des citoyens européens, des citoyens actifs, solidaires, des gens responsables. Et j'ai trouvé que les faire réfléchir sur des thèmes comme cela, ça a réellement contribué à cela. Et c'est vraiment en cela que j'ai trouvé cette activité intéressante. Faut-il produire plus pour résoudre le problème de la faim dans le monde? Ici, c'est non. C'est oui. Alors, je suis d'accord avec ça, il faut produire plus. Je ne suis pas d'accord avec
Ah, si on produit pas plus, après il y aura des gens qui vont mourir de faim. Écoutez. Ouais, mais si tu produis plus, ça sera toujours le même prix. Ça sera toujours aussi cher. L'objectif de l'exercice, c'est que vous ramenez les gens soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Hein. Donc il faut vous battre un peu là. Mais si on produit moins, si on produit pas plus, les gens là-bas vont mourir. Si on produit pas plus, il y aura des gens dans le monde qui vont mourir. Alors je reprends. Est-ce qu'il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde? Là-bas c'est oui. Il y a assez de nourriture. Vous vous dites non parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Donc le problème c'est quoi? Il faut partager. Il faut mieux répartir. Ah non, ou on produit plus. On produit plus pour en donner. Il faut mieux répartir les systèmes de production. À des endroits on produit trop. Ah oui, non, non. Mais parce que non. Mais non. Mais vous dites pour le futur, on sera dans 9 milliards. Mais non, je parlais de maintenant. Ouais. Nous sommes 7 milliards. Ouais, il faut mieux répartir, mais il faudrait quand même produire plus. Même si on répartit, il n'y aura jamais assez. Ah bah donc toi tu viens là alors. Pardon? Si on répartit, il n'y en aura jamais assez. Donc tu repasses. Ouais, bah tu donnes des arguments là. Vous avez déjà attrapé On continue. En ayant plus de production, ça marchera, vu qu'il y en a qui gagnent moins d'1 € par jour. C'est pas que moins d'1 € qu'ils peuvent acheter, donc il faut répartir pour qu'ils gagnent plus d'argent et puissent acheter leur nourriture. Je me présente Tombé Camara, je suis mauritanien de la région du sud-est appelée le Guidimara. Et mon village natal, c'est Mbediasara. Je suis né en 1967, je suis sûr que vous allez me demander quel jour et quel mois, je ne sais pas. Mes parents ne savent pas lire ni écrire, donc c'est juste l'année de naissance qu'on m'a donnée. Oui. Pourquoi vous avez décidé de migrer? Ça, c'est une très bonne question. Dans un premier temps, j'ai immigré comme tout migrant. Dire que là, je vais aller à l'aventure, chercher de la fortune et ramener chez moi. J'avais un visa Schengen que j'avais pas su l'utiliser comme il faut. Mais j'ai arrivé en Espagne, je suis passé par Las Palmas et de là-bas j'ai pris un autre vol pour Barcelone et de Barcelone j'ai pris un bus de nuit vers la frontière Hendaye. Mais de Hendaye Espagne à Hendaye France, j'ai traversé la frontière à bord d'une coffre de voiture. Dans un coffre de voiture? Oui, on était 3 dedans. Une grande voiture? Une Renault 5. Wow. 3 dans le coffre de Renault 5? Oui. Wow. On n'a même pas fait 3 minutes dedans. Après, on nous dit, sortez, la gare est là. En sortant de ce coffre, on voit le TGV arrêté. On nous dit, allez-y. À l'angle comme ça, vous allez trouver quelqu'un qui va vous remettre vos billets. On a dépassé l'angle, il nous remet les billets. On nous dit, rentrez par là, c'est là votre voiture. Il était 17h17. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais te demander, c'était qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans les témoignages que tu as eu aujourd'hui? C'est que il a fait beaucoup de voyages, il a dû faire de longues routes. Il est pas trop mal ici, mais qui veut surtout empêcher les jeunes de là-bas de venir. Parce que c'est trop dur. Comme il a galéré 7 ans, pour lui, c'est pas une vie. Quand les jeunes ont commencé à me poser des questions sur comment est la France, comment on trouve du travail, comment on est régularisé, comment on mange, où on habite, est-ce que c'est beaucoup plus confortable ici. Quand je me suis mis à expliquer que moi j'ai dormi 3 ans sous un lit, mon père m'a grondé, il m'a dit pourquoi tu expliques ça. Et tous ceux qui sont partis en Espagne
à travers des bateaux qu'ils ont fabriqués, soit en passant par Ceuta et Melilla ou entre Nouadhibou et la porte de Ventura en Espagne. Ils sont tous là aujourd'hui. Tous là aujourd'hui. Dans une salle comme ça, on peut trouver 10 à 15 jeunes dormir par terre, sous les lits, dans les couloirs du foyer. Et à chaque fois que je me retrouve avec eux, je leur explique, je vous ai prévenu, mais vous ne m'avez pas écouté, aujourd'hui vous avez vu. Et ça, ils se rendent compte, mais c'est trop tard. Ils ne peuvent plus retourner. Même si on leur donne les moyens aujourd'hui, rentrer, ils ne peuvent pas, parce que sinon ils seront rejetés. Vos parents, vos grands frères ont été là-bas, ils ont supporté la même souffrance. Aujourd'hui, vous partez, vous dites que vous ne pouvez pas supporter ça, vous êtes des vauriens. Donc ils sont obligés de rester là le temps qu'il faut, espérant qu'un jour leur situation va s'améliorer. Mais est-ce que ça va s'améliorer? Tu ressens quoi par rapport à cet homme-là? Du courage, qu'il a donné du courage pour s'en sortir. Puis que maintenant, il gagne sa vie tous les mois, il envoie des sous à sa famille tous les mois, puis elle arrive à vivre grâce à lui, quoi. Déjà, on ne peut pas circuler librement, aller où on veut, on ne peut pas aller dans des endroits où on peut trouver tout le monde. On peut prendre plaisir, par exemple, au cinéma ou en boîte de nuit, parce qu'on a peur quand il y a des conflits et qu'il y a la police, donc on a toujours peur d'être contrôlé. Le fait même de trouver un endroit pour dormir, ça c'est pas facile, même pour aujourd'hui ceux qui sont en situation régulière. Et pour manger, ça aussi c'est pas facile, mais sauf que nous, dans notre communauté, on a quand même pu instaurer quelque chose qui permet à chacun de nous de pouvoir manger le soir, pas à midi, mais le soir. Mais on ne peut pas obtenir comme ça sans préparer. Seules les études préparent les hommes de demain, quoi. Et c'est vous les hommes de demain. Mais ça, il faut le préparer. Ça, c'est un Africain qui vous dit ça. Et vous savez que j'ai raison.